Bien. Bonjour à tous. Merci, Maître Annika Tissier, pour ce webinaire sur la session de fonds de commerce. Ce que je propose à tout le monde, c'est de faire peut-être un tour rapide de caméra ou bien un tour de micro, ou simplement vous vous présentez, vous dites un peu ce que vous attendez, pourquoi vous participez, en fait, de manière à ce que Maître Annie Kayatissier puisse savoir un peu qui est là et le public concerné et ce que vous attendez, en fait, et s'adapter au mieux à vos besoins et à vos attentes. Ensuite, on commencera ce webinaire. Le webinaire sera également disponible en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est sur la chaîne MEDEF Réunion. Voilà, je propose qu'on commence par soit Christophe ou Julie Vivien, qui sont les deux caméras sur les côtés. Voilà, merci. Je commence? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Julie Vivien, je suis juriste chez AB Consultant. Donc, je touche plus particulièrement au droit des affaires. Donc, la cession de fonds de commerce, c'est un domaine auquel je touche de façon très récurrente. Et je suis assez jeune, j'ai 25 ans, donc en termes d'expérience, je pense que je ne sais pas tout de la cession de fonds de commerce. Donc, pour être un petit peu plus précis dans ce que je fais tous les jours, donc ça me paraît intéressant de participer à cet atelier. Voilà. Bon, s'il n'y a personne, je veux bien me présenter, Audrey. Bonjour, je suis Michel Grenier, je suis consultant, je fais de l'expertise en retraite, je gère un cabinet à Saint-Pierre, et j'interviens à la fois pour des particuliers, professions libérales essentiellement, secteur médical, et puis artisans, commerçants, et puis aujourd'hui pour les entreprises dans le cadre de la GPEC. J'ai souvent dans mes clients des personnes qui ont une affaire et qui veulent la céder. Et donc, je suis amené, bon, moi, j'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine. Et donc, je suis amené à, non pas, comment dirais-je, m'occuper de ce genre de problématique chez eux, mais éventuellement apporter quelques éléments d'information et puis, à la limite, pour prendre un terme juridique, à mieux se pourvoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Puis, en général, tous les webinaires du MEDEF m'intéressent. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre et j'ai toujours une grande avidité dans ce domaine pour apprendre des choses. Parallèlement à ça, je suis mandataire du MEDEF et président du Conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Voilà, merci. Oui, je me présente à mon tour si personne ne se présente. Je suis Harry Razafinarif, donc je gère un cabinet d'expertise immobilière qui s'appelle Encarana Expertise. Le hasard fait que mes activités actuellement sont plus orientées vers l'expertise préalable d'assurance, même si parmi les volets d'activité, j'ai bien évidemment les expertises en valeur vénale, en valeur patrimoniale aussi, puisque c'est l'époque de l'IFI. Donc, et je m'intéresse à ce sujet aujourd'hui parce que j'ai eu très peu, depuis que même si par moment, il m'arrive d'amener du conseil à des clients sur la gestion de leur patrimoine, mais j'ai eu très peu, donc du coup, ça m'intéressait de cette réunion un petit peu pour quelque part aussi peut-être une mise à jour, pourquoi pas, mais en tous les cas, comme disait Michel tout à l'heure, je fais partie de ceux qui essaient d'assister au maximum des webinaires du MEDEF et des réunions du MEDEF. Et on fait moi-même partie et très actif dans la commission école entreprise au MEDEF. Voilà. Sélectionner notre caméra.
c'est le son. Là, ta vidéo qui est cassée. Ouais. Notre caméra, ok, d'accord. Bon, donc, à mon tour, donc, je suis Stéphane Régis, président de Réunion Financement. Donc, je suis courtier en crédit professionnel. Je suis aussi expert judiciaire en gestion d'entreprise. Et moi, je réalise déjà de la transaction de fonds de commerce spécialisés sur les pharmacies, où je représente un cabinet de métropole, le cabinet POD, spécialisé sur la transaction de pharmacie. Et aujourd'hui, donc, j'en profite pour développer mon activité sur la transaction de fonds de commerce, cession de parts sociales d'entreprises en général. Donc, toujours plus axé sur le B2B. Voilà, donc je pense que ce webinaire va m'intéresser. Merci. Bonjour. Bonjour, donc je suis Mounaï Mafia. Je suis gérant d'un cabinet en conseil en immobilier d'entreprise. Et donc pour le moment, je suis plutôt positionné sur tout ce qui est location et vente de locaux commerciaux, entrepôts, bureaux. Et l'idée, c'est en effet, j'ai parfois des demandes sur de la vente de fonds de commerce que je ne traite pas pour le moment. Et c'est une idée, en effet, à pousser pour 2021. Et vu que j'ai vu qu'il y avait ce séminaire et que ça colle un peu avec mes ambitions pour les mois, années qui viennent, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y participer, en sachant que je suis au MEDEF depuis peu. Donc, c'est mon premier séminaire. Donc soyez indulgents avec moi. Bonjour à tous, je suis Asia Roger-Houssen, je travaille comme Julie Vivien au cabinet AB Consultant et je suis consultante junior. Donc, le cabinet AB Consultant est un cabinet généraliste et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter une première couche de réponse à mes clients si jamais je tombe sur ce sujet-là. Donc, c'est mon premier séminaire également et donc, merci de l'avoir organisé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, oui, Garnier-Pierre, oui, je suis le gérant du bureau de change à Gilo. Et donc, dans quelques années, je pense prendre ma retraite et je suis en train de réfléchir justement à un moment où il y aura besoin toujours d'un bureau de change à Gilo. Et bon, j'imagine qu'il y aura forcément un remplaçant qui prendra ma place. Et c'est pour ça, bon, je pense ça pour regarder un peu l'avenir. C'est-à-dire dans l'avenir proche, qu'est-ce qui peut se passer. OK. Monsieur Roland, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon, allez. Donc bonjour, je suis Jérôme Roland, je suis directeur d'agence de communication sur Saint-Denis. Alors c'est aussi mon premier séminaire aujourd'hui, merci de m'accueillir. En ce qui me concerne, je suis plutôt en recherche de croissance par acquisition pour développer mes activités, donc en recherche d'opportunités tout simplement. Voilà, et donc c'est mon premier séminaire aujourd'hui, merci de m'accueillir et j'ai hâte de découvrir les informations. Merci. Alors, il manque Monsieur Bérard et Monsieur Compé. Activé. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi. Donc, je suis le gérant de premier de cordée depuis 18 ans. Et nous avons des bénéficiaires commerçants
aux chefs de TPE, petits commerces, et qui régulièrement, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle la mallette du dirigeant, nous posent la question de la vente de leur fonds de commerce, de la location de gérance de leur fonds de commerce, particulièrement en ce moment. Nombreux sont les gérants dans la restauration qui essaient de sous-louer leur affaire, alors que celle-ci est en crise. Et donc, c'est des questions récurrentes, mais ce sont des petits commerçants. C'est la cible, ce sont nos bénéficiaires. Voilà. Et donc, s'il est possible, maître, après à la fin de la conférence, que vous nous indiquiez une bibliographie suffisamment vulgarisée, disons pour un master, un petit master, ça serait bien, quoi. Voilà. Je vais déjà essayer d'être la plus basique possible dans les explications. Et après, il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de choses qui sont vulgarisées. Il y a pas mal, on en parlera ensuite après, à mon avis. Surtout, vous avez parlé de quelque chose d'important, c'est qu'on est en période de crise et qu'il faut faire très, très attention. Le but de l'atelier, c'est de vous donner déjà des conseils pratiques. C'est-à-dire, je ne vais pas être dans le théorique. Alors, bien entendu, il va falloir que je rappelle des choses, mais c'est déjà, je vais pointer du doigt là où il faut faire attention qu'on soit vendeur ou acquéreur d'un fonds de commerce. Donc, et après, des informations, vous pouvez aller voir un notaire, un avocat ou vous documenter. Mais je pense que tout est particulier. Il n'y a pas de situation générale. Donc, à chaque fois, il faut être très précis. Et donc, faire attention à la particularité de chaque fonds et de chaque situation. D'accord, merci. Monsieur Bérard, je vous laisse vous présenter et puis on finira par vous. On n'entend pas Monsieur Bérard. Oui, on ne vous entend pas, Monsieur Bérard. Je vous invite sinon à Monsieur Bérard à vous présenter sur le chat et retranscrire. Ah, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc là, j'ai été obligé de changer de système. Oui, donc je vous disais, je suis M. Bérard, je suis PDG de la société Gigasud DBCOI, qui existe depuis 25 ans, et donc à La Réunion. Et je suis très intéressé par les informations que vous pourriez nous communiquer sur la cession des entreprises. Très bien. Alors moi, je vais me présenter. Je vais peut-être demander également à chacun d'enlever que je sois en plein écran pour moi, si c'est possible pour vous. Oui, et également de couper les micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la session. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en bas et également à la fin de la session, vous pourrez intervenir en levant la main, en remettant votre caméra et en discutant. Il y aura un réel moment d'échange. L'idée, c'est que pendant l'intervention, Maître Annika Tissier ne soit pas trop interrompue de manière à ce que ce soit plus fluide. Ok, reçu. Donc, il y a encore 3 personnes qui sont en… Si madame… voilà, merci. Et moi, je vais me mettre en comment dire, en plein écran. J'en ai encore 2. Donc, bonjour, je me présente. Donc, je suis Annika Tissier, je suis avocate depuis près de 25 ans. Je suis docteur en droit et surtout, j'ai un certificat de spécialisation en droit commercial, des affaires et de la concurrence. C'est-à-dire que les sessions de fonds de commerce, ça fait près de 25 ans que j'en fais. Je participe souvent à des webinaires au MEDEF parce qu'il est très important pour moi de vulgariser déjà le droit
que des informations qui me semblent essentielles pour les chefs d'entreprise ou même d'autres experts, que ce soit des experts comptables, des consultants, soient diffusées afin d'aider au mieux les entreprises réunionnaises. Donc ça, c'est une petite présentation sommaire. Mes ateliers sont généralement très pratiques parce qu'on peut tout trouver dans les livres, mais le mieux, c'est de pouvoir tirer quelque chose de mon expérience tous les jours au niveau. Alors là, on parle de session de fonds de commerce. Donc, je vais rappeler des choses basiques et puis également à chaque fois attirer votre attention sur certains points. Donc là, ça va porter uniquement sur la session de fonds de commerce seul. Donc, je ne vais pas parler de l'apport du fonds de commerce en société parce que sinon, c'est 3 heures de séminaire. Donc là, je parle uniquement de la session du fonds de commerce. Alors, je vais être, comme je vous l'ai dit, basique. Je vais d'abord rappeler ce qu'est un fonds de commerce. Sont tous les éléments, et c'est important de le savoir, sont tous les éléments utilisés pour l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle afin de répondre aux besoins d'une clientèle. Donc, ces éléments sont généralement inséparables et ils constituent la valeur du fonds de commerce. Donc, pourquoi cette définition? Parce que d'abord, premier réflexe, il est très important de bien différencier le fonds de commerce et les murs dans lesquels le fonds de commerce est exploité. Puisque lorsqu'il va y avoir une cession de fonds de commerce, ça va faire l'objet d'un acte. Mais si on veut vendre également les murs de l'endroit où est exploité le fonds de commerce, eh ben, ça va faire l'objet d'un autre acte, puisqu'il s'agit d'une vente immobilière. Donc, bien faire déjà le distinguo et de savoir de quoi on parle quand on parle d'une cession de fonds de commerce. Donc, comme indiqué dans l'invitation que vous avez reçue, la vente d'un fonds de commerce est une opération complexe car elle va être soumise à plusieurs étapes. Et donc, la première étape, c'est déjà déterminer les éléments du fonds de commerce qui vont être vendus et de les évaluer, que vous soyez côté acquéreur ou que vous soyez côté vendeur. Donc ça va être la première partie de mon propos. Qu'est-ce qu'on vend et comment on va évaluer le fonds de commerce? La deuxième chose, je vais rappeler qu'il y a une information obligatoire des salariés quand on vend son fonds de commerce, en tous les cas lorsqu'on a une entreprise de moins de 250 salariés. Je vais également rappeler en détail qu'il faut faire une déclaration à la mairie lorsqu'on est vendeur, quand le fonds se trouve dans un périmètre de sauvegarde de commerce et de l'artisanat de proximité. Ensuite, et ça c'est très important puisque autour de ce webinaire, il y a des cabinets de consultants qui seront peut-être amenés à rédiger des actes, alors des compromis de vente et des actes de vente de fonds de commerce. Depuis 2016, l'obligation d'information du vendeur a été renforcée sous peine de nullité des actes, donc il faut faire très très attention et il faut également donc mettre dans l'acte depuis 2016 des mentions qui sont obligatoires. Et si on ne le fait pas, donc ça aussi je vais vous l'expliquer, eh ben, ça peut être la nullité de la vente. D'ores et déjà, j'attire votre attention sur la rédaction de l'acte. Qui a le droit de rédiger un acte de cession de fonds de commerce et un compromis? Donc, soit c'est un acte notarié, donc un notaire, et quelquefois il est même obligatoire, soit ça peut être un cabinet de consultants, ça peut être des avocats, c'est généralement le cas. Il peut y avoir même des experts comptables qui le font, mais pour déterminer qui va rédiger, il faut que vous vérifiez tous, acquéreurs et vendeurs, si dans le bail qui va être vendu avec le fonds de commerce, il n'est pas indiqué l'obligation de passer par un notaire. Donc ça, si c'est écrit, et sous peine de nullité de la vente, ni un avocat ni personne d'autre, à part un notaire, sera autorisé à établir le compromis de vente, s'il existe, puisqu'il n'est pas obligatoire, et l'acte de vente du fonds de commerce. Ensuite, je vous parlerai des formalités de publicité et d'enregistrement, puisque si on ne les fait pas et si on les oublie ou si on les fait mal, il peut y avoir des conséquences graves, remise en cause de la vente. Je parlerai très rapidement du droit de mutation et des plus-values, mais ça va être rapide. Je vais vous parler également de la mise sous séquestre du prix
du prix d'achat du fonds de commerce et les conséquences si on ne le fait pas, et également et enfin du privilège du vendeur. C'est-à-dire que très souvent, on vend un fonds de commerce, il y a une partie du prix qui est payée au comptant, et puis après, parce que les montants sont généralement subséquents, après, il y a un échéancier. Et donc, si l'acheteur ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je terminerai mon propos par ça. Donc, tout d'abord, je vais m'attacher à vous préciser les différents éléments du fonds de commerce qui vont être cédés et de vous dire comment on peut les évaluer et comment on va pouvoir déterminer le prix d'achat. Alors, tout d'abord, une détermination précise des éléments du fonds de commerce, c'est important pour éviter tout litige. Il faut que le vendeur et l'acheteur sachent tous les deux très exactement qu'est-ce qui compose le fonds de commerce pour qu'on ne puisse pas dire, surtout l'acheteur, non, je me suis trompée, je pensais qu'il y avait des installations, des agencements, une marque, un nom de domaine. Donc, il faut, c'est mon conseil, auditer, quand on est acheteur, auditer le fonds de commerce qu'on va acheter. Donc, on va se faire remettre les contrats, puis après, je vais être beaucoup plus précise, on va se faire remettre les contrats les plus importants, donc les contrats de travail, les contrats d'assurance, les contrats avec les principaux fournisseurs, avec les principaux clients également. Et on va déterminer là où il y a des risques, là où il y a des avantages. Et tout ça va nous permettre de savoir si l'opération est intéressante quand on est acheteur et de déterminer un prix, alors qu'on soit vendeur ou acheteur. Donc, la composition d'un fonds de commerce varie énormément par rapport à la nature de l'activité. Je vous ai parlé du bail, mais on peut très bien vendre un fonds de commerce sans droit au bail. L'exemple typique, c'est que lorsqu'on a une activité de vente en ligne, on n'a pas de bail et on peut vendre son fonds de commerce donc sans disposer de bail. Donc, le fonds de commerce est composé d'éléments corporels et incorporels. Donc, les éléments incorporels, ce sont les plus importants. Alors, d'abord, le plus grand élément, l'élément le plus important d'un fonds de commerce, c'est sa clientèle. C'est important de le savoir parce qu'il y a eu toute une jurisprudence qui disait, alors maintenant elle s'est un peu atténuée, ça dépend des cas, ça dépend des cas d'espèce. Donc il y avait toute une jurisprudence qui disait, lorsque on exploitait un magasin dans un centre commercial, on n'avait pas de clientèle et on ne pouvait pas vendre de fonds de commerce puisqu'en fin de compte, la clientèle dont on bénéficiait dans cette galerie marchande et dans ce centre commercial, c'était la clientèle du centre et non pas la clientèle de l'exploitant du magasin en question. La jurisprudence est un peu moins drastique maintenant et de plus en plus, on admet qu'un fleuriste, un coiffeur qui se trouve dans une galerie marchande a sa propre clientèle et peut vendre son fonds de commerce. Donc, la première des choses, est-ce que je suis bien en présence d'un fonds de commerce? Est-ce que j'ai bien une clientèle? Donc, ça, c'est le premier élément incorporel et le plus important. Deuxième élément incorporel qu'il va falloir valoriser, c'est l'enseigne, la marque. Donc, ça aussi, c'est essentiel. On sait qu'une marque peut être très importante et qu'en elle-même, elle peut consister en un fonds de commerce. Donc, la marque, l'enseigne, le nom commercial. Le droit au bail, j'en ai parlé. Lorsqu'on exploite un fonds de commerce physique, c'est sûr qu'il y a un bail et c'est sûr que le bail est un élément de ce fonds. Ensuite, il y a les contrats de travail, les contrats d'assurance, les contrats d'édition. Donc, ça, ce sont des contrats qui obligatoirement vont être inclus dans la vente du fonds de commerce. Il y a ensuite d'autres contrats et là, l'audit est essentiel, c'est-à-dire qu'à part les contrats de travail, d'assurance et d'édition, les autres contrats ne suivent pas forcément la vente du fonds de commerce. Généralement, il y a des clauses intuitu personae et donc vous allez déterminer ce que vous vendez. En tous les cas, quand vous êtes acquéreur, moi, mon conseil, c'est lorsque vous faites un audit, c'est de bien vérifier quels sont les contrats fournisseurs, clients que vous allez récupérer et ceux que vous n'allez pas récupérer. Et généralement, lorsqu'il y a des contrats qui sont extrêmement importants par rapport à la pérennité du fonds de commerce et de son activité,
je mets, en tous les cas, je préconise de mettre comme condition suspensive, voire même dans l'offre d'achat, quand on est pour l'acquéreur, une clause disant que il y a toute une liste de contrats, toute une liste de clients ou un volume de chiffre d'affaires qui doit rester obligatoirement, et que si ces contrats, si ce volume de chiffre d'affaires, on n'arrive pas à le maintenir, il n'y aura pas vente. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est très, très important. Il y a des acquéreurs qui pensent acheter des fonds de commerce avec une activité florissante. Et en fin de compte, l'audit n'est pas très bien fait, ou ils n'ont pas été très bien conseillés. Et ils s'aperçoivent, après avoir acheté le fonds de commerce, que les principaux contrats, notamment avec les clients, seront rompus parce que ces contrats étaient attachés à la personne, à l'ancien propriétaire du fonds. Donc, les noms de domaine, également très importants par rapport aux éléments incorporels et du fonds, quelquefois, on a besoin de licences. On a besoin de licence 4 quand on exploite un café-restaurant. On a besoin d'une petite licence lorsqu'on fait de la vente à emporter quand on est un supermarché. On a besoin également, lorsqu'on exploite une terrasse, d'avoir une autorisation administrative. Tout ça fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Et à chaque fois, il va falloir vérifier si ça rentre dans la cession et si ça rentre, à quelles conditions. Donc ça, ce sont les éléments incorporels. Il y a des éléments corporels. Quand je dis incorporel, ça veut dire immatériel, et corporel, ça veut dire matériel. Alors, les éléments matériels d'un fonds de commerce. Alors, pourquoi c'est important que cette énumération? 1, pour valoriser, et 2, c'est extrêmement important parce que tous ces éléments vont devoir être repris dans le compromis de vente s'il existe ou dans l'acte de vente. Il va falloir tout détailler. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de vice du consentement. Encore une fois, pour que toutes les informations qui sont requises pour la validité de l'acte soient bien inscrites dans l'acte que vous allez rédiger ou dans l'acte qui va être rédigé pour vous. Donc, les éléments corporels d'un fonds de commerce, il y a le matériel, le mobilier, l'outillage, l'agencement, l'installation. À l'inverse, il n'y a pas les marchandises et le stock. C'est-à-dire les marchandises et le stock sont présents dans l'activité, mais leur évaluation ne va pas rentrer dans le prix du fonds. C'est-à-dire que tous les éléments que je viens de vous lister, leur évaluation va permettre de déterminer le prix. Par contre, lorsqu'on a des marchandises et un stock, leur évaluation va sortir du prix déterminé, qu'on a déterminé pour le rachat du fonds de commerce. Par contre, bien entendu, ils vont apparaître dans l'acte de vente. Il y a plusieurs méthodes pour évaluer le montant d'un fonds de commerce, en tous les cas le prix d'un fonds de commerce. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est vraiment le rôle des experts comptables. Il y en a trois méthodes principales. Alors d'abord, il y a le calcul par la valorisation du chiffre d'affaires, en prenant en compte également tous les éléments que je viens de vous citer. Donc, généralement, on prend la moyenne des 3 années de chiffre d'affaires qui ont été réalisées et ensuite, on va pondérer. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va faire une valorisation par rapport à la rentabilité. On va prendre le bénéfice, on va voir les dividendes, le salaire du dirigeant, on va regarder l'amortissement de certaines charges. Et enfin, il y a une troisième méthode, c'est par rapport à la prise en compte des actifs disponibles. Donc, on va prendre la valeur des stocks, la valeur des machines, les brevets, les marques, le droit au bail. Mais ça, c'est vraiment pour la valorisation du fonds. Moi, je renvoie aux experts comptables ou à des cabinets de consultants. Moi, je suis là. Moi, je rédige les actes. Donc, la valorisation, ce n'est pas mon domaine d'activité, mais par contre, elle est extrêmement importante, surtout parce que vous allez obtenir, avec ces méthodes de valorisation du fonds de commerce, un plancher, un prix plafond, un prix plancher et un prix plafond. Et ensuite, il va y avoir une négociation qui va s'établir entre l'acquéreur et le vendeur, sauf si le vendeur veut un prix ferme et définitif. Mais en tant qu'acheteur, vous pouvez aussi faire des propositions de prix. Donc, je vais reprendre, alors pas tous les éléments incorporels et corporels que je vous ai cités, mais je vais en reprendre certains pour, de façon très pratique, vous dire les questions que vous devez vous poser. Alors d'abord, je vais reprendre la clientèle.
Quand on rachète un fonds de commerce, donc on rachète une clientèle. Il faut savoir qu'en moyenne, et je dis bien que c'est une moyenne, lorsqu'on vend son fonds de commerce, et donc quand on l'acquiert surtout, eh ben, on estime qu'il va y avoir à peu près 20% de clientèle en moins au cours de la première année. Alors c'est très fluctuant, mais quand on rachète un fonds d'esthéticienne, un fonds de commerce voilà, esthéticienne, coiffeur, eh ben, on a très souvent une perte de chiffre d'affaires importante, et ça également dans la valorisation, il va falloir en tenir compte. Pareil dans la restauration, alors c'est un peu moins vrai lorsqu'on a une franchise, lorsqu'on rachète une enseigne. Donc oui, il y avait un taulier, entre guillemets, mais la clientèle se déplace parce qu'il y a un vrai concept, parce que c'est une franchise. Donc là, la perte de clientèle est moins importante. Donc partant de ce postulat, il y a des questions à se poser. Alors d'abord, quelles sont les habitudes de consommation de vos clients? Ont-ils un pouvoir d'achat élevé? Sont-ils des clients occasionnels ou fidélisés? S'agit-il d'un réseau de franchise? Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas très juridique, mais moi, en tant qu'avocate, même si je ne touche pas à la valorisation et je ne calcule pas la valeur du fonds de commerce, mon premier rôle, c'est de conseiller mes clients. Donc, quand j'ai un client qui vient me voir, surtout côté acquéreur, et qui me dit, voilà, maître, je veux racheter ce fonds de commerce, eh ben, je lui dis et je le conseille en lui disant, regardez comment est structurée la clientèle, faites attention à ci, à ça. Et ça, c'est le rôle de tous les conseils qui interviennent lors de la vente d'un fonds de commerce. Donc, il y a la clientèle. Pas très juridique, mais très pratique. Il y a le droit au bail. Là, par contre, c'est très juridique et c'est très, très important. Dès l'offre d'achat, c'est-à-dire avant même qu'il y ait un compromis de vente, je conseille mes clients, mais de façon extrêmement précise, sur le droit au bail. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque on reprend un fonds de commerce, on reprend les droits et obligations du propriétaire, de l'ancien propriétaire. Et donc, on a des questions très précises à se poser. La première, c'est est-ce que le cédant, celui qui vend le fonds de commerce, a fait des travaux qui vont permettre un déplafonnement lorsqu'arrivera le renouvellement du bail? Parce qu'il peut y avoir des travaux qui ont été faits. Et le propriétaire, donc vous allez acquérir le fonds de commerce et puis va arriver le renouvellement. Vous allez acquérir donc, le droit au bail puisque vous achetez le fonds de commerce. Et il va y avoir le renouvellement du bail. Si votre prédécesseur a fait des travaux importants, eh ben, le propriétaire va vous dire, mais très bien, vous avez racheté le fonds de commerce, mais moi, sa valeur, elle a bien augmenté. Et donc, vous allez avoir un déplafonnement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut vérifier que votre prédécesseur, que le vendeur, n'a pas commis des infractions qui vont peut-être permettre au bailleur de vous dire, alors que vous venez d'acheter votre fonds de commerce, ben moi, je ne renouvelle pas en fin de compte. Il y a eu un défaut d'exploitation, il y a eu une sous-location illicite, il y a eu des travaux qui ont été réalisés sans mon autorisation, et ça, tout le monde oublie. C'est-à-dire que l'acquéreur est très content, le vendeur, lui, est très content de vendre, mais l'acquéreur est émoustillé et a envie d'avancer dans son projet, et il oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va se passer avec le bail. Alors, je vous ai sorti, j'ai repris une offre d'achat que j'ai faite récemment, et qu'on n'en est même pas au stade du compromis, de la vente, il n'y a même pas eu d'audit. C'est dès le départ. Donc, j'ai un client qui vient me voir et qui veut acheter un fonds de commerce. Donc, le prix, il va faire son offre. Voilà, on explique les conditions suspensives. Donc, on a le prêt, ça, c'est rien. Et on met, concernant le bail, en tous les cas, moi, c'est ce que j'indique. Donc, dans l'offre d'achat, le bailleur devra autoriser. Donc, l'offre d'achat, c'est l'acheteur qui envoie cette offre d'achat au vendeur. Le bailleur devra autoriser la cession du droit au bail à mon profit et m'agréer en qualité de nouveau locataire sans indemnité à ma charge ni augmentation de loyer. Donc ça, c'est très important. Donc, on audite le bail, mais surtout lorsqu'on va faire l'offre, lorsqu'on va avancer dans la négociation avec le vendeur, eh ben, on va dire au vendeur, moi, je veux bien acheter votre fonds de commerce,
Mais par rapport au bail, il faut que vous m'assuriez et il faut que vous alliez voir votre bailleur pour lui dire moi, je prends la suite, mais il n'y a pas d'augmentation de loyer. M'autoriser à réaliser dans les lieux l'intégralité des travaux d'aménagement intérieur et extérieur nécessaires à ma nouvelle activité. Ça ne sert à rien d'acheter un fonds de commerce si en fin de compte vous avez un règlement de copropriété qui vous empêche de faire des travaux, si vous avez un bailleur, un futur bailleur qui vous dit non, il n'y aura pas de travaux. Donc vous devez en tant qu'acquéreur ou en tant que conseil de l'acquéreur vous assurer que l'activité que l'acquéreur a envie de faire, en tous les cas qu'il projette de faire, pourra réellement se réaliser. On n'achète pas un fonds de commerce de façon évanescente, on réfléchit à la finalité et on voit si on va y arriver. Donc, deuxième condition, bien s'assurer, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'offre d'achat. M'autoriser à réaliser dans les lieux l'intégralité des travaux d'aménagement. Ensuite, justification, mais ça j'en reparlerai, justification par le vendeur de ce que le droit au bail cédé de façon plus générale sur fonds de commerce ne sera grevé le jour de la signature de l'acte de cession d'aucune inscription de quelque nature que ce soit, privilège, nantissement, et je vous dirai à quel point c'est important. Et également, je demande, entre autres, je ne vous dis pas tout, mais je demande aux cédants de justifier qu'aucune modification n'a été apportée aux locaux permettant de justifier un déplafonnement du loyer au prochain renouvellement du bail, qu'il n'existe aucun litige avec le bailleur qui soit de nature à entraîner la résiliation du bail ou son non-renouvellement sans règlement de l'indemnité d'éviction, et qu'il n'existe aucune procédure en cours de révision du loyer, ça c'est quand même le b.a.-ba, et que les locaux ne font l'objet d'aucune sous-location. Donc, il y a l'audit qui est fait, on détaille les éléments du fonds de commerce, on se pose des questions sur la clientèle, mais surtout, on se pose les bonnes questions sur le droit au bail qu'on va récupérer pour être sûr que ça soit quelque chose d'intéressant. On va également s'intéresser au contrat de travail. Est-ce qu'il y a pléthore de salariés? Est-ce que vous allez devoir embaucher? Comment ça va se passer? Donc, on regarde également où on en est des contrats de travail. Et ça aussi, ça va avoir une influence sur la valorisation du prix. Le non commercial, l'enseigne, j'en ai parlé. On sait que plus les enseignes, plus les marques, le non commercial ont une forte notoriété, plus ça donne de la valeur au fonds de commerce. Donc, tout ça, c'est important, ne serait-ce que pour négocier son prix. Et puis après, il y a d'autres éléments, donc les autorisations administratives, j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a les éléments corporels. Donc ça également, c'est important de les valoriser et de les détailler. Donc, il y a d'abord l'emplacement. Alors, c'est vrai que c'est un élément corporel, ça paraît bizarre, mais il est quand même important de se poser des questions qui me semblent essentielles. Est-ce que le local est situé dans un endroit stratégique par rapport à l'activité que vous voulez faire? Existe-t-il des parkings à proximité? Est-ce que les points de passage sont fréquents? La façade du local est-elle bien visible? Quel est l'aspect général des locaux? Est-ce que les locaux sont entretenus? Y a-t-il des normes de sécurité et d'hygiène à respecter? Si oui, est-ce que des travaux ont été faits ou est-ce qu'il va falloir que je les fasse? On va également évaluer le matériel. Et puis, comme je vous l'ai dit, même si ça ne rentre pas dans le prix final du fonds de commerce, on va faire une évaluation du stock. Il est important également d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a des éléments qui sont exclus de la cession. Donc, il y a d'abord les créances, c'est-à-dire les factures. L'ancien propriétaire qui va vous vendre son fonds de commerce a peut-être émis des factures. Il vous vend, les créanciers, ils vont pas, ces débiteurs ne vont pas vous verser à vous l'argent des factures. Donc, ça sera l'ancien propriétaire qui va récupérer le règlement de ses propres factures. Alors, les dettes, généralement, elles ne sont pas transmises, mais il y a de grosses exceptions. Donc là encore, un vrai travail d'audit et un véritable travail de conseil vis-à-vis de l'acquéreur. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas tenu en tant qu'acquéreur des dettes du vendeur, sauf l'IR, s'il est soumis, si le propriétaire qui vend du fonds de commerce y est soumis, l'IS, la taxe d'apprentissage,
Il y a également une solidarité fiscale, et ça j'en parlerai après, s'il n'y a pas les publications et les formalités requises après la vente du fonds de commerce. Donc là aussi, il faut faire attention. Je vous ai parlé des contrats, donc à part les contrats de travail, les contrats d'assurance, le droit au bail et les contrats d'édition, les autres contrats, il faudra bien vérifier ce qui est cédé et ce qui ne l'est pas, mettre une condition suspensive s'il s'agit de contrats extrêmement important pour la continuité de l'activité, si vous faites la même activité. Les immeubles, les murs, je l'ai dit, ne sont pas cédés avec le fonds de commerce. Si vous voulez avoir les murs, ou si vous êtes vendeur et vendre votre fonds de commerce et les murs, il faudra faire de vente. Les livres de commerce, j'ai également parlé de certaines licences qui ne sont pas, alors j'en ai parlé dans les éléments incorporels, mais qui ne sont pas vendus systématiquement, en tous les cas qui ne suivent pas automatiquement le fonds, donc les droits de terrasse et tout ce qui est licence de débit de boisson. Donc ça, tous ces éléments que vous allez lister, il va falloir les vérifier, il va falloir les valoriser. Si vous êtes vendeur, pour pouvoir justifier le prix que vous proposez de votre fonds de commerce, et si vous êtes acquéreur, pour vérifier que ce prix est raisonnable ou faire une contre-proposition avec des éléments quand même relativement tangibles. Donc ça, c'est mon premier propos. Mon second propos, qui est très important, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on est vendeur d'un fonds de commerce, on a une information préalable des salariés dans les entreprises de moins de 250 employés. Et ça, c'est très important, car si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des dommages et intérêts, la nullité de la vente, et vous pouvez avoir ensuite de grosses difficultés. Donc, dans une entreprise qui comporte 249 salariés ou plus, les salariés doivent être obligatoirement informés en cas de projet de fonds de commerce au plus tard 2 mois avant la conclusion de la vente. Donc, les salariés vont être tenus à une obligation de discrétion, c'est-à-dire qu'il y a une vraie confidentialité, et surtout pendant ces 2 mois, ils vont avoir la possibilité de faire une offre de rachat du fonds. Ils sont prioritaires. Donc, l'information préalable, elle doit être transmise sur l'une des conditions suivantes. Là encore, ce n'est pas une tambouille qu'on fait comme ça. Il y a des clauses, il y a une information précise et surtout avec une forme qui permet de vérifier que tous les salariés concernés ont bien reçu cette information. Donc, l'information préalable doit être transmise, alors au choix, au cours d'une réunion d'information des salariés avec signature d'un registre de présence, affichage avec signature d'un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage. Donc, tous les salariés vont devoir signer l'affichage en disant j'ai pris connaissance. Un courrier électronique avec une date de réception certifiée, une remise en main propre contre émargement ou récépissé, une lettre recommandée avec avis de réception, un acte d'huissier ou tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. Mais ça, la dernière phrase, il faut oublier. Je pense que vraiment, pour ne pas avoir de difficultés, on fait une réunion d'information avec ses salariés, surtout que ça permet, en tous les cas, c'est mon conseil, de pouvoir répondre aux questions. Et à la fin de la réunion, on fait émarger tous les salariés lorsqu'on est vendeur. Je trouve que c'est mieux parce que la parole, je ne dirais pas la parole va se libérer, mais tout le monde va pouvoir s'exprimer. Et même pour le vendeur, il va y avoir un petit ressenti, savoir si les salariés vont être intéressés, pas intéressés. Et surtout, ce qui est important, c'est que si à la fin de cette réunion, où tout le monde va être présent, les salariés disent non, on n'est pas intéressés, reprendre votre fonds, le délai de 2 mois qu'ils ont pour pouvoir donner leur, dire oui, oui, je veux, oui, je veux pas, vous pouvez dire, écoutez, si personne n'est intéressé, on l'acte et vous, ça vous permet de gagner, si vous êtes vendeur, 2 mois par rapport à la vente de votre fonds de commerce, puisque ce délai de 2 mois qui doit séparer l'information des salariés et l'acte de vente définitif, il peut être raccourci à la seule condition que tous les salariés ont dit, non, nous, on n'est pas intéressés. Donc, c'est important de bien choisir la forme de l'information que vous allez délivrer à vos salariés. Une précision qui est quand même très importante, c'est que cette information des salariés n'est pas requise. Il y a des exceptions. Alors, il y en a 4.
La première, c'est que cette information n'a pas besoin d'être délivrée lorsque vous êtes dans une entreprise qui exploite un fonds de commerce où il y a plus de 200, alors où l'entreprise, pardon, compte plus de 250 salariés. Ensuite, lorsqu'il y a un fonds artisanal, libéral ou rural, pas besoin d'informer les salariés. Très important également, lorsque la vente du fonds de commerce est réalisée dans le cadre d'une succession, d'une liquidation du régime matrimonial ou d'une cession de fonds à l'époux, l'épouse ou partenaire de Pacs ou à un ascendant ou un descendant. Cette information n'est pas non plus requise lorsque l'entreprise est en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire, et c'est normal parce qu'on est très, très pressé de vendre et de pouvoir payer les créanciers. Donc, voilà, il faut retenir ces 2 mois, ce délai de 2 mois, et surtout, il faut retenir un autre délai, c'est qu'une fois que les 2 mois sont passés, vous avez aussi un délai de vente maximal du fonds de commerce. Donc, une fois que tous les salariés ont été informés, le vendeur dispose de 2 ans maximum pour réaliser la vente qu'il a présentée, sans avoir l'obligation d'informer à nouveau les salariés en cas de nouveau projet de vente. Donc, il ne faut pas, voilà, 2 mois, on attend l'information et ensuite, eh bien, une fois qu'on a passé ce délai de 2 mois, eh bien, dans les 2 ans, il faut vendre son fonds. Alors, pourquoi j'insiste sur cette obligation d'information, c'est que si l'entreprise est vendue sans que les salariés en aient été informés en amont, ben, les salariés vont pouvoir engager la responsabilité du vendeur. Alors, celui-ci risque déjà une amende qui est d'un montant de 2% du montant de la vente. Donc, ça ne sert à rien. Il peut y avoir également des dommages et intérêts qui peuvent être versés aux salariés. Si en fin de compte, le fonds est vendu, il est dévalorisé, il ne présente plus le même intérêt, etc., il ne peut plus être acheté. Et donc, les salariés peuvent également demander des dommages et intérêts au chef d'entreprise qui a vendu son fonds en méconnaissance de cette obligation d'information. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la déclaration préalable du vendeur à la mairie, parce qu'il y a un droit de préemption des communes et beaucoup oublient ce droit de préemption des communes. Alors, il n'est pas applicable à tout le monde, fort heureusement. Il est applicable qu'aux biens qui sont situés dans le périmètre de sauvegarde des commerces et de l'artisanat de proximité. Donc, il peut faire l'objet d'un droit de préemption de la commune, c'est-à-dire que la commune va racheter en priorité le fonds de commerce et va le rétrocéder ensuite à un commerçant ou à un artisan. Donc, le cédant doit obligatoirement adresser, lorsqu'on est dans ce cas-là, il suffit de le vérifier, il faut aller à la mairie et dire, voilà, je veux vendre un fonds de commerce, ou si vous êtes le conseil du vendeur, il y a une vente de fonds de commerce qui est envisagée. Est-ce que vous pouvez me dire si ce fonds se trouve dans le périmètre de sauvegarde ou pas? La mairie, si c'est le cas, dispose de 2 mois pour exercer éventuellement son droit de préemption au profit de la commune. Et s'il exerce ce droit, il y a 2 possibilités qui sont envisageables. Si la commune et l'exploitant s'entendent sur le prix, la vente est conclue. C'est-à-dire que la mairie va voir le vendeur en disant « nous, on est intéressés, voilà ce qu'on vous propose ». Le vendeur est libre ou pas d'accepter, il peut accepter et donc la vente se fait. Soit il y a un désaccord sur le prix et la commune peut renoncer à l'achat. Donc, elle peut dire, écoutez, très bien, vous n'êtes pas d'accord pour nous vendre à ce prix-là, on laisse tomber. Elle peut saisir, beaucoup plus embêtant, le juge de l'expropriation devant le tribunal judiciaire. Donc, la mairie va insister, va dire, oui, mais moi, j'ai mon droit de préemption. Donc, le juge va estimer la valeur du fonds. Et dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, parce que c'est jamais bon, c'est jamais intéressant pour le vendeur peut renoncer à la vente et attendre. C'est-à-dire qu'on peut attendre 6 mois, retourner voir la mairie, mais on renonce à chaque fois. Donc, on a averti la mairie une fois, on renonce parce que le prix, ça ne va pas du tout et on sait qu'il va y avoir des difficultés si le juge de l'expropriation est saisi, ou peut-être qu'il va y avoir le projet d'un tramway, d'un centre commercial, que la valeur va augmenter, que si on repropose à la mairie, si on refait
une vente de fonds de commerce dans 6 mois, la valorisation du fonds sera plus importante. Donc, le vendeur peut renoncer à la vente. Là, maintenant, je vais parler des actes. Donc, quand on fait une vente de fonds de commerce, on n'est pas obligé de faire une offre d'achat ou une offre de vente. On n'est pas obligé de signer un compromis de vente. On peut tout de suite faire un acte de vente. Mais en pratique, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Le plus souvent, il y a une offre d'achat qui est faite par l'acquéreur avec déjà des garde-fous, pour être bien sûr qu'on ne va pas perdre son temps en audit, en conseil d'avocat, de notaire, de consultant. Donc, on met les quelques conditions qui sont, même pas les prémices, mais qui sont le minima, à minima ce qu'on peut exiger, c'est-à-dire d'être sûr de ne pas avoir des déconvenus avec le bail qu'on va récupérer. Et donc ça, c'est l'offre d'achat. Et puis, généralement, il y a un compromis de vente. Alors, que ça soit dans le compromis de vente ou dans l'acte de vente, il y a depuis 2016 des informations qui sont obligatoires. Donc, si ces obligations ne sont pas fournies, et je vais vous les lister, bien sûr, ne sont pas indiquées, il y a 2 possibilités de sanctions. La première, c'est le vice du consentement, c'est-à-dire dol, erreur. On ne nous a pas tout indiqué, on nous a dit qu'il y avait, je ne sais pas, un chiffre d'affaires mirobolant, mais en réalité, ce n'est pas vrai, c'est que sur la dernière année. Donc là, l'action, c'est 5 ans. C'est-à-dire que si vous êtes vendeur et que vous ne délivrez pas la bonne information, eh ben, la vente peut être mise en cause pendant 5 ans. Il y a une autre action, c'est qu'il y a une liste d'informations obligatoires. Et cette liste d'informations obligatoires, qui quelquefois n'a pas vraiment d'importance, mais il faut l'indiquer dans l'acte. Et bien, remise en cause dans un délai d'1 an à compter de l'acte de vente par l'acquéreur qui peut demander la nullité de la vente. Donc, vous avez 2 types de sanctions. Donc, on a d'abord une obligation d'information renforcée. Une vente de fonds de commerce est soumise aux dispositions du Code civil. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut invoquer l'erreur, le dol, lorsqu'on est acquéreur et demander la nullité dans les 5 ans à compter du jour, non pas de la vente, là, du jour où le vice est découvert. Donc, on a un article du Code civil qui est l'article 1112.1 du Code civil. Alors, j'ai dit que je n'allais pas être théorique, mais je pense qu'il faut vraiment que je vous le lise parce que vous allez comprendre l'importance de l'information que vous allez devoir délivrer aux acquéreurs, même si elle ne fait pas partie, même si ces éléments communiqués ne sont pas dans la liste obligatoire des informations à mettre dans les actes. Donc, qu'est-ce que dit cet article du Code civil? Il dit que la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Donc, il peut y avoir des informations qui sont extrêmement importantes pour une activité particulière. Et si vous le savez en tant que vendeur ou en tant que conseil du vendeur, il faut révéler cette information. Et si on ne le fait pas, donc réticence dolosive, erreur, nullité du contrat et surtout versement de dommages et intérêts à l'acquéreur qui vont être équivalents au prix de vente du fonds de commerce. Donc, en fin de compte, le vendeur perd tout. Il n'y a pas sa vente. Il s'attendait à avoir un prix, mais le problème, c'est que c'est ce prix de vente qui va être versé non pas à lui, mais que lui-même va devoir régler à l'acquéreur en raison du vice du consentement. Ensuite, donc ça, c'est de façon générale, toutes les informations importantes, il faut les délivrer si ça peut influencer l'avis de l'acquéreur sur l'opportunité d'acheter ou pas votre fonds de commerce. Ensuite, il y a des mentions obligatoires, donc tant dans le compromis que l'acte de vente. Donc, pour ces 2 actes, alors la forme de l'acte peut être soit devant le notaire, donc ça sera un acte authentique si c'est devant le notaire, ou un acte sous seing privé rédigé le plus souvent par un avocat. Je ne parle pas des enchères publiques, là je parle d'une vente amiable des fonds. Donc, dans le compromis, on va indiquer alors d'abord le prix, puisque si on a un compromis de vente vaut vente, donc le prix, il faut s'être mis d'accord sur le prix et sur les conditions essentielles de la cession. Moi, je conseille souvent de faire
un compromis de vente. D'abord parce que généralement, il y a un prêt qui doit être demandé, conditions suspensives. Et puis, je pense qu'il faut vraiment s'assurer et avoir le plus de temps possible pour vérifier qu'il n'y ait pas de nantissement ou de privilège sur le fonds. En tous les cas, que le jour de l'acte de vente, eh ben, il n'y en ait plus. Donc, moi, je suis pour le compromis de vente, surtout quand je suis du côté de l'acquéreur, puisque généralement, il y a un prêt. Et si on n'a pas le prêt, ben, il faut que la vente ne se fasse pas et ne se fasse pas au tort de mon client. Donc, il s'agit le plus souvent d'une promesse synalagmatique de vente et d'achat, c'est-à-dire que le vendeur s'engage à vendre et que l'acheteur s'engage à acheter si toutes les conditions qui sont visées sont remplies. Il peut être prévu également, alors moi, ça c'est ce que je fais quand je suis du côté du vendeur, une faculté de se rétracter. On ne parle plus de conditions suspensives, c'est comme une indemnité d'immobilisation. Alors, le vrai terme, c'est un dédit. Et en fin de compte, on va dire à l'acquéreur, bah, écoutez, on signe un compromis, mais vous avez cette faculté de vous rétracter, mais si c'est le cas, eh ben, vous allez me laisser un pourcentage du prix de vente. Donc, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est de plus en plus rare. À la Réunion, ça ne se fait pas. Mais on peut l'indiquer, on peut le mettre également. Donc, l'acte de vente d'un fonds de commerce et le compromis doivent indiquer. Donc, ça, ce sont les mentions obligatoires sous peine de nullité qu'on doit retrouver obligatoirement dans le compromis et dans l'acte de vente. Alors, le nom des parties et la composition du fonds, donc ça, c'est une évidence. Le prix de vente du fonds, le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, ça c'est oublié fréquemment, mais il ne faut surtout pas. Le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel. L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds. Les résultats d'exploitation et le chiffre d'affaires réalisés par l'ancien propriétaire, en tous les cas par le vendeur, durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans. Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur lisent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédent celui de la vente. Donc ça, c'est essentiel. Le bail, puisque le nœud de la guerre, sauf quand on vend un fonds de commerce lorsqu'on exploite un site en ligne, donc le bail. Et là, il y a des informations obligatoires. La date de signature du bail, parce qu'il faut voir si on est à 2 ans de son renouvellement ou si on a encore 6 ans. Ça, c'est aussi important pour la valorisation du prix du fonds. Donc, le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur. Il est d'usage, quand le bail a fait l'objet de plusieurs cessions, qu'il convienne de mentionner les noms et adresses de tous les cédants. De même, alors ça, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, il est conseillé d'indiquer le montant du loyer lors de la prise à bail, tant lors de la prise à bail que lors de la signature de l'acte de vente et les conditions essentielles du bail. Donc, les clauses de destination, est-ce qu'on a un bail multi-activité ou est-ce qu'on a une clause d'activité bien précise? Ça, c'est essentiel. Les clauses particulières du règlement de copropriété qui vont peut-être empêcher l'acquéreur de vouloir faire les travaux qu'il souhaite faire. Également, la répartition entre les charges entre le bailleur et le preneur. Il faut faire également un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liées au bail. Et il faut également un état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de faire dans les 3 ans. Et ceux qui ont été réalisés les 3 années précédant la vente du fonds de commerce. Le mieux, en réalité, c'est d'annexer une copie du bail commercial à l'acte de vente. Alors, si ces éléments que je viens de citer, là, tous ces éléments n'apparaissent pas, donc je vous l'ai déjà dit, le bailleur, ça, ce sont les informations obligatoires. On n'est même pas dans le vice du consentement. L'acheteur peut demander la nullité de la vente dans l'année de l'achat. Alors, très important quand même, cette nullité ne va pas être consentie comme ça. C'est-à-dire que le magistrat va constater que dans l'acte de vente, effectivement, il manque ces informations, mais il va quand même vérifier si ces informations qui n'ont pas été transmises ont créé un vice du consentement, ont créé un préjudice à l'acquéreur. Si ce n'est pas le cas,
il n'y aura pas nullité de la vente. Par contre, il peut y avoir une amende administrative, j'en ai parlé de 2%. Il pourrait y avoir peut-être des dommages et intérêts, mais pas forcément nullité de la vente. Il faut encore que l'acquéreur dise écoutez, moi je voulais faire un magasin de chaussures, il y a eu, on m'a mal conseillé, en tous les cas, je n'ai pas eu toutes les informations qu'il fallait dans le bail, on ne m'a pas transmis le règlement de copropriété, je m'aperçois que ce magasin, je ne pourrais pas l'exploiter. Là, il y a un vrai dommage, et là, il peut y avoir une nullité de la vente. Mais il faut encore le prouver, le préjudice. Alors, si les mentions sont inexactes, là encore, ah oui, donc là, ça c'est l'absence de mention, mais vous pouvez aussi avoir des mentions qui sont inexactes. Et là, ça se résout également par des dommages et intérêts. C'est-à-dire que si les mentions obligatoires qui doivent figurer, il y a des erreurs, eh bien, le vendeur sera obligé également de dédommager l'acquéreur. Et même quelquefois, je pense à une affaire que j'ai eue, il y avait eu des informations qui avaient été tronquées, il n'y avait pas eu une nullité de la vente, mais par contre, il y avait eu une diminution du prix d'achat. Et donc, le vendeur avait été obligé de rembourser à mon client une partie du prix qu'il avait payé, puisque l'attrait du fonds de commerce était moindre que celui qu'on pouvait s'imaginer. Une fois qu'on a signé l'acte de vente, très important également, c'est les formalités à accomplir après la signature de la vente. Alors, ces formalités sont obligatoires, il ne faut surtout pas les oublier parce que les délais sont courts, 15 jours. Alors, quelquefois, on dit un mois, mais dans la réalité, c'est 15 jours. Donc, la première… alors, ces formalités sont très importantes parce qu'elles vont permettre de rendre opposable la cession du fonds aux tiers et notamment aux créanciers de celui qui a vendu le fonds de commerce, et ce qui va permettre à l'acquéreur de ne pas devoir payer jusqu'à 2 fois le prix. Donc, première formalité, c'est l'enregistrement de l'acte de vente. Donc, préalablement à toute formalité de publicité, puisqu'on a des formalités également de publicité au journal d'annonce légale et au BODAC, mais avant tout, la première des choses lorsqu'il y a vente de fonds de commerce, l'acquéreur va enregistrer l'acte de cession auprès du bureau de l'enregistrement du service des impôts du lieu de situation du fonds, et ce, dans le délai d'un mois. On dirait un mois, mais ce n'est pas vrai, c'est 15 jours, je vais vous expliquer pourquoi. En pratique, le délai d'enregistrement est réduit à 15 jours puisque la vente doit être publiée au journal d'annonce légale dans les 15 jours de sa signature. Sauf que pour pouvoir publier la vente dans un journal d'annonce légale, il faut que l'acte de vente ait été enregistré au centre des impôts. Donc, on oublie le délai d'un mois. Le délai, c'est 15 jours pour faire toutes les formalités. Donc, lors de l'enregistrement, l'acquéreur va payer des droits de mutation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est par palier. Donc, c'est 3% du prix de vente du fonds pour la fraction du prix compris entre 23 000 et 200 000 euros, 5% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros. Si vous voulez acquérir des baux en Île-de-France, alors je ne sais pas, ça ne se passe pas à La Réunion, mais quelquefois, il y a des… on projette, on peut être réunionnais, projeter d'acquérir des baux en Île-de-France. Il faut compter en plus, et ça depuis le 1er janvier 2016, une taxe additionnelle de 0,6% voilà, qui s'applique sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce lorsque les locaux sont situés dans la région Île-de-France. Donc, on a donc ce droit d'enregistrement et ensuite, on a publication de la cession du fonds dans un journal d'annonce légale, donc dans un délai de 15 jours à compter de la vente et après enregistrement de l'acte au centre des impôts. La cession du fonds de commerce doit être publiée à la diligence, encore une fois, de l'acquéreur dans un journal d'annonce légale de Lille lorsqu'on est à La Réunion. Et l'annonce doit porter les mentions suivantes. Et également, c'est très important, puisque si ces mentions ne sont pas indiquées, l'annonce n'est pas valable et la vente du fonds de commerce n'est pas opposable aux créanciers. Donc, les mentions sont les éléments relatifs à l'enregistrement de l'acte. Donc là, on va dire le bureau du service des impôts, la date de l'enregistrement de l'acte, le volume et les numéros, en tous les cas, tout ce qui est lié à ce fonds à cette cession de fonds de commerce. On va également indiquer la date de l'acte de cession du fonds,
les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire du fonds, la nature et le siège du fonds, le prix de vente et la ventilation du prix entre les éléments corporels et les éléments incorporels, puisque ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, lorsqu'on vend dans l'acte de vente, il faut bien distinguer et valoriser le prix des éléments corporels et le prix des éléments incorporels. Donc ça doit apparaître. Le délai pour les oppositions des créanciers et une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de l'établissement cédé. Donc ça, c'est la publication au journal d'annonce légale. Et ensuite, on a encore une publication au BODAC à faire, c'est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Donc, cette demande de publication d'avis de mutation dans le BODAC doit être présentée au greffier du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds dans les 15 jours également suivant l'acte de vente. Donc, soit ça sera le TMC de Saint-Denis, soit ça sera le TMC de Saint-Pierre. L'insertion doit mentionner l'enregistrement de l'acte de vente, donc là où on enregistrait l'acte auprès des impôts, les noms et domiciles des propriétaires, la nature et le prix du fonds. À compter de la publication au BODAC, les créanciers éventuels du vendeur vont pouvoir faire opposition sur le prix de cession. Et ils n'ont que 10 jours pour faire opposition, c'est-à-dire en disant, nous on est créanciers, le propriétaire du fonds nous doit de l'argent, donc, il ne faut pas verser l'argent, le prix du fonds au propriétaire, à l'ancien propriétaire, mais il faut nous désintéresser avant. Et donc là, c'est essentiel et c'est également un conseil pratique. Il y a 2 cas de figure par rapport à ces créanciers. Donc, soit le prix de cession est suffisamment élevé pour désintéresser tous les créanciers et les fonds vont être libérés et le vendeur va récupérer le montant restant. Ça, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si le prix de cession du fonds de commerce n'est pas suffisant pour payer tous les créanciers, ben, ces derniers peuvent demander une mise aux enchères publiques du fonds de commerce. Le prix de départ de ces enchères va être calculé sur la base du prix de vente initial, augmenté d'un 6e. Et si à l'issue de cette mise aux enchères, tous les créanciers n'ont pas pu être payés, le vendeur reste responsable du passif qui n'a pas pu être réglé. Donc ça, c'est côté vendeur. Mais du côté de l'acquéreur, c'est quand même extrêmement problématique. C'est-à-dire que vous achetez un fonds de commerce, vous avez signé là, vous avez pris votre expert comptable qui a audité, vous êtes fait conseiller par votre avocat, notaire, consultant, vous avez tout payé. Et puis, au bout du bout, ben, vous n'avez rien. C'est-à-dire que la vérification première, premium, celle qu'il faut absolument faire lorsqu'on veut acheter un fonds de commerce, ben, c'est de s'assurer déjà qu'il n'y ait plus de nantissement et de privilèges sur le fonds au jour de l'acte de vente. C'est-à-dire qu'il faut vous dire, moi, j'achète ce fonds de commerce, ce n'est pas pour ensuite être dépossédé par les créanciers. Donc déjà, le vendeur, il doit faire son affaire de tout ce qui est impôts, organismes sociaux. Il se débrouille. Je veux un fonds propre, net, je ne veux pas de nantissement et je ne veux pas d'hypothèque, je ne veux pas de privilèges. Ça déjà, ça va vous faire sortir le gros des créanciers. Et généralement, même si quelquefois, il n'y a pas de créancier du tout et on achète un fonds de commerce qui est propre et il n'y a aucune difficulté. Mais en tous les cas, mon vrai conseil, c'est que dans le compromis de vente, dans l'acte de vente, il va falloir que le vendeur vous justifie qu'il n'y ait plus de nantissement et de privilèges sur le fonds pour que vous soyez au moins tranquille là-dessus. Sinon, vous avez ce risque-là de voir mis le fonds de commerce acheté aux enchères et puis ne pas pouvoir le conserver. Donc, pour pouvoir permettre à ce que les créanciers du vendeur puissent être payés, eh ben, on va mettre sous séquestre le prix de vente du fonds de commerce. Donc, le prix du fonds va être retenu pendant 105 jours maximum. Donc, généralement, il y a des us et coutumes. Généralement, c'est l'avocat de l'acquéreur qui est séquestre de ces fonds. Et ça va permettre de payer les éventuels créanciers du cédant. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de faire un séquestre. Il m'arrive quelquefois de ne pas faire de séquestre à la demande d'acquéreurs, mais dans des cas bien particuliers. Alors déjà,
on s'est bien assuré qu'il n'y avait pas de créancier. Et si ce n'est pas le cas, c'est pour des raisons fiscales. En tous les cas, il y a des raisons très particulières. Et surtout, moi, j'avertis bien l'acquéreur, c'est qu'en faisant ça, eh ben, il risque de payer 2 fois le prix d'achat du fonds de commerce, puisqu'en fin de compte, s'il n'y a pas de séquestre et si les créanciers ne peuvent pas être désintéressés, ils vont se retourner auprès de l'acquéreur avec la seule limite qui est le montant du prix d'achat du fonds. Donc moi, je conseille une mise sous séquestre du prix de cession pour être bien sûr, alors 4 mois, pour être bien sûr que tous les créanciers vont se manifester dans les 10 jours et surtout qu'on va pouvoir les désintéresser. Après, il y a des déclarations fiscales que doit faire le vendeur. Donc, le cédant, le vendeur, doit clôturer ses comptes et déclarer à l'administration fiscale la cession de son fonds dans un délai de 45 jours de la publication de la cession dans le journal d'annonce légale. Il va également devoir déclarer à l'administration fiscale ses bénéfices et plus-values imposables au jour de la cession. Et pour ça, je ne rentre pas dans les détails. Généralement, ce sont les experts comptables qui s'occupent de faire ces déclarations pour le cédant. Quelquefois, je les accompagne, mais c'est quelque chose qui est très bordé et qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, pour l'acheteur, il va y avoir des formalités à faire au registre du commerce et des sociétés. Donc, dans le cas d'une première activité commerciale, l'acquéreur du fonds, s'il n'a jamais été commerçant, doit demander son immatriculation au RCAS et créer une société. S'il est déjà sous forme sociétaire, eh bien, il va demander une immatriculation secondaire, complémentaire ou modificative et fonder un établissement secondaire. Je vais terminer mon propos, mais en étant très rapide. Je pense que c'est important, lorsqu'on est du côté du vendeur, de savoir que lorsqu'il y a une cession de fonds de commerce, le vendeur a des recours s'il n'est pas payé intégralement. Comme je l'ai dit au départ, généralement, le versement ne se fait pas en entier au comptant. Le prix d'achat n'est pas payé entièrement. Donc, il va y avoir une fraction du prix qui va être payée. Et puis ensuite, il va y avoir des échéanciers. Et l'autre fraction du prix, qui est généralement la plus importante, va être payée en plusieurs mois. Et donc, le vendeur, pour être sûr d'être payé, a 3 armes. La première, et je vais vous les résumer, c'est le privilège du vendeur du fonds de commerce. La deuxième, c'est de demander l'annulation de la vente s'il n'est pas payé. Et la troisième, c'est obtenir un nantissement sur le fonds de commerce. Alors, le privilège du vendeur, là aussi, il faut être très précis dans la rédaction parce que le privilège, c'est un acte qu'il va falloir dresser. Donc ça va permettre au vendeur qui n'est pas payé de faire vendre le fonds qui appartient à l'acquéreur et de se payer sur le prix de vente avant tous les autres créanciers de l'acquéreur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de privilège, qui est très intéressant. Donc, pour bénéficier du privilège du vendeur sur le fonds, ce n'est pas automatique, loin de là. 3 conditions doivent être réunies. La vente du fonds de commerce a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enregistrement à la recette des impôts, au centre des impôts, ce n'est pas possible, mais ça me paraît être une évidence. Le privilège a été inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dans les 30 jours qui suivent la signature de l'acte de cession du fonds de commerce. Donc, en fin de compte, il va vous falloir faire un calendrier de toutes les démarches pour ne pas louper une date. Parce que si vous loupez les 30 jours, eh bien, votre privilège, vous ne pourrez plus l'inscrire et le vendeur ne pourra plus en bénéficier. Et ensuite, le privilège ne porte que sur les éléments énumérés dans la vente et dans l'inscription. Si ces éléments ne sont pas énumérés, c'est-à-dire que si on n'a pas détaillé tous les éléments du fonds de commerce, eh bien, le privilège va ne porter que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Ça veut dire qu'il ne pourra pas porter sur l'ensemble du prix de vente, puisque, comme on l'a dit, un fonds de commerce est valorisé en prenant le matériel, les installations, etc. Et si en fin de compte, il n'y a pas une description précise de tous les éléments qui composent le fonds de commerce qui est vendu, eh bien, ce privilège sera de moindre importance au niveau du prix que ce qu'il aurait pu être. Donc ça, très important de respecter ces 3 conditions. Deuxième possibilité, c'est normal, l'annulation de la cession du fonds. Le vendeur n'est pas payé, il va aller en justice et il va demander à ce qu'on déclare la vente nulle.
Donc là aussi, il y a des conditions importantes à respecter. L'effet de la résolution de la cession du fonds de commerce. Donc ça veut dire que le vendeur, une annulation, c'est comme si l'acte n'avait jamais existé. Donc le vendeur va reprendre tous les éléments du fonds de commerce. Il va devoir acquérir le prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise en possession. Donc, il va devoir payer, il va devoir rembourser à l'acheteur. Et donc, moi, ce n'est pas quelque chose que je préconise. Moi, ce que je préconise, c'est le privilège sur le fonds et ensuite le nantissement sur le fonds de commerce. Donc, le vendeur d'un fonds de commerce peut exiger de l'acquéreur une sûreté supplémentaire. C'est le nantissement du fonds. Donc, c'est comme un contrat de gage sur le fonds de commerce à l'exclusion des marchandises. Donc, il y a des conditions de validité du nantissement. Pour que le nantissement du fonds de commerce soit valable, il y a 2 formalités qui doivent être accomplies. Il doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans la quinzaine de l'acte constitutif, donc dans la quinzaine de l'acte de vente. Là encore, le calendrier, bien se souvenir. On passe le délai, il n'y a plus de nantissement. Et il doit être enregistré. Donc, les effets du nantissement du fonds de commerce, donc le nantissement va vous permettre, quand vous êtes vendeur, permet de maintenir la garantie sur tous les éléments du fonds, sauf les marchandises, après l'imputation de la partie du prix payable comptant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vendre le fonds de commerce et être payé sur le prix que vous allez obtenir. Par contre, vous ne bénéficiez pas d'un droit de rétention. Mais ça, voilà. Donc, moi, quand je suis pour le vendeur, nantissement sur fonds de commerce et également le privilège du vendeur. J'ai terminé mon propos. S'il y a des questions. Je vous écoute. Oui, j'ai une question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Peut-être des précisions. Vous avez mentionné dans votre début des propos la définition effectivement du fonds de commerce qui est un élément de base, parce que pour acheter quelque chose, il faut, comme pour acheter une voiture ou n'importe quoi, de savoir de quoi c'est composé et quelles sont les options. Et il va de soi que quand on achète un fonds de commerce, cela suppose que l'on fonctionne quand on achète ou qu'on exerce la même activité. On est bien d'accord? Oui, on peut exercer la même activité, mais on peut aussi s'adjoindre des activités, c'est-à-dire que, voilà, je vous donne un exemple très concret que j'ai eu récemment. J'ai un de mes clients qui a acheté une cave à vin et qui, ça c'était le fonds de commerce initial, et qui ensuite a rajouté une petite restauration après de la vente à emporter, mais bien entendu, tout ça avec l'accord du bailleur. C'est-à-dire qu'on rachète un bail. Alors, soit le bail, c'est multi-activités, et là, vous rachetez un fonds de commerce, mais le principe, c'est quand même de récupérer la clientèle, et vous pouvez vous adjoindre, mais vous n'êtes pas obligé de faire strictement ce qui était fait avant. Donc, je vous donne cet exemple-là, avec l'accord du bailleur, puisqu'il faut un avenant au bail. Avec l'accord du bailleur, mon client s'est adjoint d'autres activités. D'accord. Deuxième point, c'est plutôt une précision. Vous avez parlé de la… effectivement, on estime régulièrement une perte de 20%. Vous avez parlé de perte de 20% de clientèle, mais qui est un peu différent à dissocier. Là, c'est juste une précision de langage, à dissocier de 20% de chiffre d'affaires qui peuvent être différents. Hein. C'est-à-dire que vous avez pas forcément 20%. Voilà. Et puis le troisième point, c'est plutôt une question d'ordre pratique. C'est que, est-ce que durant la due diligence, donc durant la période d'observation, cette période d'observation peut se faire avant que le compromis soit fait habituellement? Qu'est-ce que vous, dans vos expériences et dans votre vécu? Par rapport à l'audit? Alors moi, ce que je préconise, c'est une offre d'achat ou une offre de vente, mais surtout un engagement de confidentialité. On ne peut pas racheter un fonds de commerce, un compromis, même signer un compromis. Moi, pour moi, il faut absolument, en tous les cas dans la mesure du possible, auditer avant même la signature du compromis. Et les engagements de confidentialité existent.
C'est vous demandez, si vous êtes acquéreur, vous dites au vendeur, écoutez, moi je vous ai fait une offre d'achat, on est d'accord sur le prix, le compromis de vente doit être rédigé, mais avant, je suis obligée d'auditer. Et je vous demande de me laisser faire cet audit. Et alors, bien entendu, avec une obligation de confidentialité qui peut même être assortie d'une sanction pénale, d'une clause pénale. Mais moi, je suis pour tout ce qui est audit en amont. Parce que ça évite des frais ensuite. Un compromis de vente, c'est des frais, on le signe, mais l'audit au plus vite. C'est ma préconisation. Très bien, merci, j'en ai terminé. Je vous en prie. Oui, une question. Vous m'entendez, Monsieur Comte? Oui, je vous entends très bien. Oui, voilà. Alors, une première question, mais elle est hors sujet, je crois, maître. C'est le pas de porte, ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Et qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au fonds de commerce? C'est un pas de porte, c'est une autorisation supplémentaire. C'est voilà, c'est quelque chose que vous donnez au bailleur qui vous dit je veux un pas de porte. Maintenant, vous donnez la définition exacte du pas de porte. Je ne sais, c'est un élément du fonds de commerce. D'accord. Mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, en tous les cas, je ne suis pas pour le pas de porte. Hein. Le pas de porte, c'est que pour le bailleur. Mais par contre, si vous rachetez un fonds de commerce avec un bail où il y a un pas de porte, généralement, celui qui vous vend va vous demander de lui rembourser le pas de porte. D'accord. Voilà. Et vous allez Ensuite, payer. Un fonds de commerce, une autre question. Un fonds de commerce qui est géré par une personne morale, c'est possible? Oui. Par exemple, une SARL. Vous avez un gérant majoritaire qui vend ses parts. Il ne vend pas le fonds. Non, absolument pas. C'est toujours la société, c'est toujours la société qui exploite le fonds de commerce. Ça n'a pas d'impact sur le fonds dans la mesure où le gérant majoritaire vend ses parts. Alors, ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'impact. Le fonds de commerce, le fonds de commerce, il est exploité par la société. Donc, oui, par une SARL. Oui, donc il n'y a pas d'incidence, mais par contre, par rapport à la valeur du fonds, ça peut diminuer la valeur du fonds. Il y a des contrats de prestations qui sont certes signés, ou des contrats fournisseurs-clients qui sont certes signés avec la société qui exploite le fonds, mais dans certains contrats, parce que moi je fais beaucoup de contrats commerciaux également, dans certains contrats, on dit que l'intuitu personae est attaché au dirigeant. Quelquefois, on met même le nom du dirigeant. On dit que le contrat va tomber s'il y a un changement d'actionnariat. Donc oui, le propriétaire du fonds reste la société, mais par rapport à la valeur du fonds de commerce, au niveau de ces contrats-là, il peut y avoir une diminution. Mais ça voilà. Ce n'est pas sur le propriétaire du fonds que ça peut jouer, mais sur sa valeur. D'accord. Puis juste derrière, j'ai bien compris. Hein. Le stock, il est en dehors hors du prix de vente du fonds. Hein. Oui, c'est ça, mais par contre, tout à fait. C'est-à-dire que les droits de mutation ne seront pas sur le stock. Par contre, le stock, lui, est imposé différemment. Hein. Les marchandises et le stock font l'objet également d'un droit. Alors, ils vont être valorisés dans l'acte, mais en tous les cas, ils ne seront pas soumis aux droits de mutation. D'accord. Voilà. Je vous remercie, maître. Je vous en prie. Oui, c'est Harry Razafinari, Encarna Expertise en Euro. Peut-être, M. Comte, la précision sur sa question de pas de porte serait de dire qu'il s'agit d'un droit d'entrée que vous payez à l'origine. Exactement, c'est ça. Vous payez vous rentrez dans un centre commercial. Le centre commercial vous dit vous prenez ce commerce à la condition que vous payez un droit et ce droit, vous le payez lorsque vous cédez ensuite votre commerce. Donc, si j'ai bien compris les propos là, de maître, c'est que c'est dans ce commerce, il cède aussi le droit avec quelque part en disant… Tout à fait, puisque c'est le bail, c'est inscrit dans le bail.
Mais le droit de porte, vous savez, ce n'est pas que pour les magasins qui sont dans les centres commerciaux. Il y a beaucoup, ici, surtout, je trouve, à La Réunion. Alors, du côté de Saint-Gilles, je ne sais pas, je trouve que, un droit, je vois des droits de porte, effectivement, des droits de porte qui sont… là, je ne peux pas me lever, mais ça aurait été intéressant que j'ai cet acte parce que je trouvais que même ce droit d'entrée, comme vous l'appelez, il n'était pas vraiment justifié. C'était 20 000 € en plus. On a parlé de droit de porte en disant que si l'activité changeait, s'il y avait une injonction d'activité, il y aurait un droit de porte à régler. Je trouve que les clauses ici ne sont pas très précises au niveau du droit de porte. Mais comme c'est inscrit dans le bail, généralement, le vendeur demande à l'acquéreur de lui rembourser ce droit de porte qui a été versé au bailleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De nouveau, Monsieur Comte, maître, une petite bibliographie pour les profanes. Alors, une petite bibliographie. Il y a tous les manuels d'Alloz. Alors, moi, j'en ai un, c'est fonds de commerce. Alors, attendez, je vais voir, je ne peux pas me déplacer. Si vous permettez, j'en ai pour 2 secondes et je vais vous montrer le titre du livre parce que c'est ma Bible. Donc, 2 secondes. Comme ça sera bien pour tout le monde. On demande au MEDEF. Moi, c'est le code de commerce. Voilà, donc j'arrive parce que vous allez voir à quel point il est utilisé. D'accord. Je n'ai pas le droit de le faire, mais c'est le mieux. C'est mon livre de chevet. Donc, c'est droit et pratique des baux commerciaux. Vous avez des actes en fin d'acte, en fin du manuel, et vous avez même des exemples d'actes. Et il y a tout. Pour moi, c'est… Voilà. C'est The Bible, mais c'est en français, hein? Oui, c'est en français. Droit et pratique des baux commerciaux d'Alloz Action. C'est le seul livre que je vous recommande, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Excusez-moi pour ce départ. C'est la Bible, hein? C'est ma Bible. Et il y a beaucoup de fiscalité aussi. C'est important. Je n'ai pas vraiment abordé le sujet, mais voilà, c'est très pratique. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer la séance. Et il n'y a pas d'autres questions. Je pense que tu as été… Merci de votre attention. Merci, maître, pour ce webinaire. Merci beaucoup et merci à tous pour votre participation et notamment à tous ceux qui étaient des néo-participants au webinaire. Merci à tous d'avoir été présents. Cette vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci, maître. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.